C'était une façon de commencer ce petit direct de ce samedi 22 février. Euh, Chers amis, nous allons essayer de faire rapidement un petit bilan sur le non-événement du voyage de Sassou Denis à Pointe-Noire, ce que nous appelons le non-événement. Un voyage plein d'échecs, zéro, les Bungutoulou. C'est comme ça que nous allons commencer ce direct d'aujourd'hui. Voilà, donc, et puis on va essayer de regarder les affaires des passeports quasiment de tous les pays, des ressortissants des pays d'Afrique au niveau de la France, des ressortissants des pays africains. La plupart des temps, ici, nous voulons parler des résistants. Tous ces États qui luttent pour l'installation de la démocratie dans leurs États, mais tous ces grands résistants qui sont sur la place de Paris et éventuellement en France. C'est quoi leur situation des renouvellements de la carte de séjour et qui est éventuellement conditionnés par l'obtention d'un passeport de leur pays. C'est quoi la situation? On va essayer de brosser là-dedans. Mais avant de commencer, nous avons pensé, tout un chacun de vous a suivi cette vidéo qui fait le tour du monde du président français Emmanuel Macron, qui a été interpellé par ce jeune Camerounais au salon de l'agriculture en France. On va quand même dire quelque chose par rapport à ce que nous pensons. Et on va donc écouter une conversation. Et nous avons notre petit mot à dire. Je sais que nombreux parmi vous ont déjà vu cette vidéo. Nous avons notre petit mot à dire. Monsieur Macron, il n'y a pas de bien qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai savez, pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là... Bon, chers amis, je vais simplement essayer de donner... Je vais donner mes commentaires au fur et à mesure que nous évoluons dans cette vidéo parce que je n'ai pas envie simplement que la vidéo termine. Bon, tout d'abord, nous félicitons déjà cette démarche que le président Emmanuel Macron venait de réaliser en se rapprochant de ce jeune homme. Mais nous avons constaté que toutes les fois qu'un citoyen, ou un citoyen du monde, on peut dire comme ça, parce que dans le cas de ce jeune homme, c'est un jeune Camerounais qui interpelle un président français. Quand même que le Camerounais, il a dit clairement, il est Camerounais. Il n'a pas dit qu'il était français. Donc, déjà par ça, nous encourageons cette démarche que le président Emmanuel Macron venait de réaliser. Deuxièmement, nous avons constaté que toutes les fois que les citoyens interpellent M. Macron, il prend quand même la peine d'écouter. Nous l'avons constaté la toute dernière fois quand une femme française l'avait interpellé, le monsieur s'était déplacé là où il était pour venir écouter. Ça, c'est quelque chose que nous encourageons. C'est-à-dire qu'on est leader, on est aussi leader pour écouter. On ne néglige personne dans la société. C'est ce courage-là que je tiens à remarquer déjà par le fait que M. Macron s'est déplacé, s'est rapproché de ce jeune Camerounais qui n'est pas français, parce qu'il n'a pas dit qu'il était français. Il a dit, je suis un jeune Camerounais. Il s'est déplacé, donc nous encourageons déjà ce courage. Deuxièmement, maintenant nous rentrons dans la partie notre point de vue. Quand M. Macron dit, nous menons la pression au président Paul Biya, nous lui demandons de régler le problème des anglophones, et nous l'avons demandé que M. Camteau puisse être sorti de la prison, ça a été effectué. Très bien. M. Emmanuel Macron a fait la pression au Cameroun
Pourquoi on sort M. Kanto? Mais cette pression ne doit pas simplement s'arrêter au Cameroun, n'est-ce pas? Les anglophones, oui, d'accord, on comprend, mais ils font partie de la société camerounaise, n'est-ce pas? Donc c'est une population qui subit des répressions, hein? C'est une population qui subit ce que nous appelons ici la discrimination pour le pouvoir de Paul Biya, n'est-ce pas? Mais ils font partie tous de ce grand lot que nous appelons le Cameroun. Donc les anglophones, c'est un échantillon de la population qui est discriminée, qui subit des violences tous les jours, n'est-ce pas? C'est cela, chers amis. Et la France dit, par le biais du président Emmanuel Macron, qui le dit clairement, devant tout le monde, qu'ils ont mené des pressions pour que le Paul Biya puisse libérer des prisonniers politiques, puisse arrêter avec les répressions. Monsieur Emmanuel Macron a dit, je sais, je suis au courant, il est informé. Alors, c'est quoi les similarités entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville? Ce que nous voulons savoir. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des anglophones. Mais il y a ce que nous appelons les Congo, les Lari, les Bavili, les Sundi, les Bembe, les Yaka, les Minkenge, ainsi de suite, les Teke, ainsi de suite, les Banzabi, les Bapounou, ainsi de suite. Et au Congo-Brazzaville, il y a ce que nous appelons les Makwa, les Mbeti, qui sont des échantillons qui font partie de ce que nous appelons le Congo-Brazzaville. Mais toutes ces populations-là subissent les répressions qui reviennent d'une seule ethnie que nous appelons l'ethnie Mbossi, donc l'ethnie qui dirige le pouvoir du Congo-Brazzaville. Oui, chers amis. C'est ça les similarités. Oui, au Cameroun, il y a des anglophones. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des anglophones. Il y a des ethnies qui sont marginalisées. Il y a des ethnies qui vivent la répression, qui vivent sous la peur tous les jours. Au Congo-Brazzaville, il y a des ethnies qu'on massacre. Tout dernièrement, il y a eu un génocide dans le département du Poul, où même les humanitaires n'ont jamais été acceptés d'ouvrir les couloirs humanitaires pour donner de l'aide aux plus démunis. La France a fermé les yeux. La France a fermé les oreilles. Malgré que les Congolais ont manifesté sur la place de Paris. Nos frères des indignés sont partis 1 million de fois au palais de l'Élysée. Faire le bruit. La France a fermé des yeux et des oreilles. Le président Emmanuel Macron, qui a été, on peut dire sa compagne, hein, a été aussi accompagné par des Congolais de chez nous, qui faisaient partie de cette équipe, a ignoré l'appel du peuple congolais sur cette souffrance. On a bombardé aux armes lourdes de combat militaires pendant plus de 2 ans tout un département. Ah, chers amis, génocide à huis clos. La France a refusé de reconnaître ce génocide. Bon, nous osons croire que c'est une ouverture que le président Macron, en venant parler à ces jeunes Camerounais, quand on parle aux jeunes Camerounais, on parle ici à tous les jeunes Africains, à tous les pays où il y a la dictature féroce. Donc le président Emmanuel Macron a parlé à tous les jeunes Africains. Il sait le problème, mais la France n'amène pas la solution. Et pourtant, la France est le véritable problème de ça, parce que la France soutient la dictature. Oui, chers amis. Donc, chers amis, oui, nous avons entendu Emmanuel Macron dire, je sais, nous avons mené la pression. Au Congo-Brazzaville, il y a des prisonniers politiques. Au Cameroun, on a libéré Kanto. Au Congo, on n'a pas encore libéré Mokoko, le général Mokoko. On n'a pas encore libéré Okombi Salissa. On n'a pas encore libéré tous les jeunes de ras-le-bol, tous les jeunes des quartiers, ceux-là qui ont émis des opinions diverses, qu'on a confisqués dans les prisons, dans les geôles, pour leurs propos. Il y a des prisonniers politiques au Congo. 2 poids, 2 mesures. Pourquoi cette politique? C'est là où nous voulons raisonner. Oui, nous ne sommes pas bêtes. Si Emmanuel Macron
le président de la République de France, élu par les Français, s'est déplacé pour venir écouter un jeune homme africain qui vient de nulle part, ça veut seulement dire qu'il a voulu considérer l'opinion de la jeunesse africaine. Mais l'opinion de la jeunesse africaine est claire. En moins, ce que nous disent que Emmanuel Macron l'a fait pour faire son show. Hein? Il est venu faire son buzz sur les médias sociaux. Mais je ne pense pas. Peut-être que c'est le temps de la réconciliation entre la France et la jeunesse africaine. C'est ce que nous sommes en train d'avertir tous les jours en tant que lanceurs d'alerte. Nous sommes en train de lui dire, attention, le chemin que vous êtes en train de prendre n'est pas le meilleur chemin. Attention, il y a une jeunesse qui est en éveil. Attention, travaillez avec nous, cette jeunesse qui a encore un cerveau. Une jeunesse qui est encore éduquée, qui peut commencer à comprendre que bon, là on peut mener des réparations, on peut diriger, on peut travailler ensemble. Mais n'attendez pas que le pire arrive, parce que les générations qui viendront après nous, ce seraient des générations qui n'ont pas l'éducation que nous avons reçue. Parce que ces générations, on a fracassé l'école, on a brisé le système éducatif, le système de santé. C'est des jeunes qui vivent dans la rue, donc ils ont une attitude à eux. Et ces jeunes-là seront plus violents, plus dynamiques que le nôtre, parce que nous, au moins, nous avons quand même eu la chance d'être éduqués, dans vos États aussi, en Occident en plus. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est peut-être le moment du dialogue, c'est peut-être que le moment que la France puisse s'ouvrir grandement. Essayer de regarder ce problème avec beaucoup d'intérêt. Parce que le pire est en train d'arriver. Nous allons continuer d'écouter cette vidéo et nous allons continuer de donner notre point de vue. Notre point de vue. Nous allons continuer d'écouter, on va tourner encore la caméra et nous allons continuer d'écouter cette vidéo. Voilà. La situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je fais le maximum. Je vous remercie. Bon, M. Emmanuel Macron est bien informé. Il va encore appeler la semaine prochaine le président Biya. Il suit ça de près. Il fait son maximum. Est-ce que c'est de l'hypocrisie de la France envers les jeunes Africains? Mais nous demandons à la France à sa sincérité. Hein, parce que la France serait victime après. Il ne faut pas que la France dise qu'elle est victime. Parce que là, vous faites face à une jeunesse qui raisonne, qui réfléchit. Oui, il y a des violences au Congo-Brazzaville, monsieur Emmanuel Macron. Oui, je n'étais pas certainement en face de vous, mais je vous interpelle ici. Il y a des violences physiques au Congo-Brazzaville. On tue du matin, midi, soir. On a un homme qui a fracassé l'économie, c'est-à-dire, il a brisé le rêve de chaque jeune Congolais. Un homme qui ne paye pas les pensions des retraités congolais, ni les bourses. Un homme qui joue aux violences physiques. Il venait même de s'acheter, il n'y a pas très longtemps, ce 3 février, il a reçu près de 6000 tonnes d'armes au port de Pointe-Noire pour continuer sa répression. Monsieur Emmanuel Macron, je suis aussi ce jeune Congolais qui t'appelle aussi loin du Canada. Je n'étais pas dans ce salon, mais je t'interpelle. Pourquoi la France ferme les yeux sur le Congo-Brazzaville? Mais le pire est en train d'arriver. Peut-être que c'est le moment de la réconciliation. Prends ton téléphone, tu appelles Sassou, tu lui dis Sassou, dégage. Parce que aucun jeune Congolais ne peut oser accepter que l'économie du pays soit fracassée. Un homme, avec son groupe, vole tout l'argent du pays et il se met à tuer les Congolais comme du bétail. Non, aucun jeune, aucun vieux, aucune mère ne peut accepter ça. Donc si vous menez la pression à Paul Biya, cette pression doit être aussi menée à Sassou Denis, que vous avez le temps de rencontrer toutefois, de se serrer la main, de s'embrasser. C'est le moment, c'est l'opportunité que la France a. Nous pensons que cette vidéo a été... nous pensons que M. Macron ne l'a pas fait simplement pour créer du buzz ou pour jouer à l'hypocrisie, mais en vérité pour chercher une véritable réconciliation avec les jeunes Africains.
C'est là l'opportunité que la France doit saisir. La France doit comprendre que c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. N'attendons pas demain. Sinon, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Vous avez encore la chance, comme nous sommes en train de le dire tous les jours, c'est cette jeunesse africaine qui a encore l'éducation, qui a encore eu la chance d'aller à l'école. Nous ne sommes pas la génération d'actuelle qui est présentement en Afrique où on a fracassé le système éducatif. C'est-à-dire que c'est une jeunesse qui n'a plus le raisonnement. Le raisonnement est parti dans cette jeunesse. Dans cette jeunesse que nous sommes en train de voir en Afrique, qu'on a fracassé l'éducation, qu'on a brûlé tous les emplois, on a sabré toutes les possibilités de perspectives d'avenir. Et ça devient une jeunesse qui fonctionne comme des engrenages, des roulements. C'est une machine. Donc c'est une bombe à retardement. Cette jeunesse n'aura pas le temps de négocier comme nous sommes en train de chercher des voies de négociation. Cette jeunesse, ce que cette jeunesse va penser dans sa tête, c'est d'aller chercher son butin par la brutalité, la violence, parce qu'elle a été victime. Elle doit se rebeller. Elle sera plus efficace, plus dynamique que nous, là qui vous parlons tous les jours, en vous lançant des alertes. Ne pensez pas que ça va continuer tout le temps. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, vous êtes bien au courant de la situation du Cameroun, mais il n'y a aucune réaction palpable sur le terrain. C'est une forme d'hypocrisie. Parce que nous savons que tous ces chefs d'État sont des préfets de la France. C'est des pantins de la France. Oui, chers amis. Et donc, ces gens-là ne vivent que sous la perfusion de la France. Oui, chers amis. Donc, c'est une opportunité que la France doit. On va continuer de suivre cette vidéo parce que c'est très intéressant. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je dis, tiens, c'est une opportunité de s'exprimer là-dessus. On va continuer de suivre. On va tourner la caméra. On va continuer de suivre cette vidéo, chers amis démocrates africains. Et nous allons donner notre point de vue. Notre point de vue. C'est clair, notre point de vue. Monsieur Macron, mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, monsieur Macron. Là-dessus, je redirai clairement, je vais parler à la jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à vous donner la leçon. Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Bon, ça c'est une phrase que moi j'ai trouvée très intéressante. Que ce que M. Emmanuel Macron a dit. Oui, en Afrique, quand les dirigeants sont élus, quand nous disons que ce dirigeant n'est pas élu démocratiquement n'est pas élu démocratiquement, les Africains disent non, ce n'est pas le business de la France. Dans quel État nous avons vu ça? Nous avons vu ça en République démocratique du Congo, où il y a eu un deal entre Tshisekedi et Kabila. Yves Le Drian a fait des commentaires et ça a entraîné tout ce bruit que vous connaissez. Mais la plupart des temps, ces élections-là sont approuvées par qui? Par cette même France, n'est-ce pas? Par le biais de l'Union africaine, que l'Europe finance quasiment à 90%. Donc la France a beaucoup d'implications là-dedans, que les jeunes Africains aujourd'hui considèrent comme le syndicat des chefs d'État africains, cette Union africaine, qui n'a d'ailleurs jamais travaillé pour le développement de l'Afrique, ni de sa propre jeunesse. La preuve en est que tous ces chefs d'État sont allés tripatouiller les constitutions de leurs États. Ils ont falsifié des référendums. Ils se sont fait élus avec des scores exponentiels. Certains ont même proclamé des résultats, notamment comme le cas de Sassou Denis aujourd'hui, que nous savons, qui a tripatouillé la Constitution, a violé sa Constitution et qui se maintient. En plus, il n'a jamais été élu. Il s'est autoproclamé chef de l'État avec un bilan que nous connaissons, le nombre de morts.
Quand le jeune Camerounais a dit, au Cameroun, il y a déjà plus de 12 000 morts, quelle était la réponse de M. Emmanuel Macron? Il a dit, oui, je sais. Ça veut dire qu'ils sont bien informés. M. Emmanuel Macron, au Congo-Brazzaville, Sassou à lui seul, il a plus d'un capital d'1 million de cadavres au Congo, occasionnés par Sassou, massacrés par Sassou. Plus d'1 million. Je vais vous donner un exemple. Le département du Poul, avant toutes ces tracasseries, quand vous regardez les chiffres démographiques du département du Poul, c'est plus de 200 et quelques mille, autour de 200 et quelques mille habitants. Alors nous sommes en train de parler, le Poul est quasiment vide. Mais les quelques populations qui ont fui dans la Bwenza, ils ne sont pas à 100 000 là. Ça veut seulement dire qu'il y a eu bien génocide. Donc, si vous comparez les 12 000 morts simplement avec le département du Poul, vous comprenez qu'il n'y a pas match. Il y a peut-être 10 fois, 20 fois le nombre de morts au Congo-Brazzaville. Comparaison n'est pas raison. D'accord. Prenons encore les massacres de Chakona. Oui, là il y a encore, on peut dire 17. Les disparus du Bitre-Brazzaville, 300 et quelques disparus là. Prenons encore le 4 mars 2012, l'explosion. Sassou est toujours protégé, il n'est pas inquiété. Curieux, chers amis. Mais par contre, c'est la France qui garantit les résolutions de tous ces États africains aux Nations Unies. Aucune résolution de la France qui a même demandé le passage même ou une ouverture d'un couloir humanitaire dans le département du Poul. C'est l'ironie ici du président Emmanuel Macron, où nous voyons ici un homme qui est proche d'aller vers une campagne, ce que nous appelons les municipalités, ou une campagne d'élection présidentielle et qui cherche encore l'appui de tous les Africains qui sont sur le territoire français. Ceux-là qui ont le droit de voter, bien sûr. Alors, nous n'avons pas envie de vous manquer du respect, Monsieur le Président. Mais essayez de regarder le cas du Congo-Brazzaville. Vous voulez une réconciliation avec la jeunesse africaine? Vous avez là l'opportunité, vous venez là d'ouvrir un couloir de discussion, de dialogue avec la jeunesse pour continuer à maintenir la force de la France en Afrique. Mais sinon, en ce net moment, tous les jeunes Africains pensent comme moi. La France doit dégager. C'est cela, chers amis. Donc, c'est une situation réelle et palpable. Oui, nous avons entendu M. Emmanuel Macron, des présidents démocratiquement élus. Ça, c'est une expression que j'ai beaucoup aimée. Démocratiquement élu. Oui, entre guillemets, Sassou a été démocratiquement élu. Ça, c'est la question que les Congolais se posent. Nous connaissons déjà les conditions de sa constitution que nous savons, criminogène, dans les articles 10 et 96. Aucun Congolais déjà avait accepté son référendum, que l'ancien président français, c'est-à-dire celui que vous avez remplacé, François Yolande, moi je l'appelle Yolande, a donné le carton vert à Sassou, son passeport pour aller changer la constitution. C'est-à-dire qu'un billet qui permettait simplement à Sassou d'aller tuer les Congolais. Et Sassou n'a pas hésité de le faire. Les élections ont été organisées. Les Congolais ont dit, bon d'accord, il a changé la constitution, mais nous allons le battre dans les urnes. Guy Parfait Kolela, le fils de Nkolela Bernard, nous a bondi tous les fils jaunes pour dire qu'il était parmi les meneurs de cette élection. Il a dit, si jamais on lui dit qu'il n'a pas gagné, il n'accepterait jamais ça. Du côté de Mokoko, il y avait aussi de Ngouemo. Les Congolais disent, selon les idées que nous avons émises à cette opposition de farce qui a accepté de vendre la victoire du peuple congolais à Sassou Denis, cette opposition pilonnée par Boao, Zachary Boao, que nous avons donné l'idée de mettre en place une commission électorale indépendante de l'opposition. L'idée là est partie de nous. L'idée là est partie de nous. Et oui, c'est ça, chers amis. Quand ils partaient de gauche à droite, oui, commission électorale indépendante, nous on a dit, mais écoutez,
Sassou a son calendrier, il a sa propre commission électorale indépendante. Vous aussi, l'opposition, mettez en place votre commission nationale électorale indépendante. C'est là où, les 2 jours après, Boao est venu avec une publication. Ça veut seulement dire qu'ils ont écouté nos idées. Nous sommes parfois fous, hein, n'est-ce pas, hein? Mais on donne des bonnes idées parfois. Cette commission n'avait jamais publié les résultats parce qu'il fallait marchander ces résultats avec Sassou. Mais le peuple congolais sait qu'il y avait 2 individus qui partaient au 2e tour. Il y avait Nkolela Parfait Guy et Mokoko Jean-Marie qui partaient là au 2e tour. Sassou a changé les résultats. Nuitamment, il s'est proclamé président élu dès le 1er tour. Chose qui est impossible. Déjà, Sassou ne pouvait jamais gagner tout le sud du Congo. Totalement impossible. La géopolitique ou géoethnique de la ville de Pointe-Noire démontre que Sassou ne peut jamais gagner une élection là-bas. Surtout, ne parlons pas de Brazzaville. On ne pouvait pas nous dire que la partie nord était plus peuplée que le sud. Totalement impossible. Élu dès le 1er tour. Donc, entre guillemets, il était démocratiquement élu. Est-ce que ça, c'est ce que la France considère comme un homme démocratiquement élu avec une commission nationale électorale 100% acquise à la cause de Sassou? Est-ce que ça se considère comme démocratiquement élu? C'est là où nous devons nous regarder. Donc, si Emmanuel Macron, le président de la France, ou les Français considèrent démocratiquement élu cette forme de démocratie, alors là nous disons que la France est dans le mauvais chemin. Et en ce moment-là, nous demandons à la France de travailler avec la situation, avec la société civile, comme l'a dit le monsieur Emmanuel Macron, le président de la France. À l'heure où le Congo est fracassé, le Congo-Brazzaville est dans une balkanisation politique, une balkanisation des départements, une balkanisation économique, manipulée par le clan Sassou. Nous pensons que c'est le moment où la France devait donc saisir l'opportunité que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes en train de leur tendre tous les jours, que nous puissions travailler ensemble, comme la société civile, pour mener en bien nos relations et faire avancer les intérêts communs, des intérêts de la France qui sont au Congo et les intérêts du peuple congolais. Pourquoi donc la France hésite d'aller sur ce chemin? Puisque vous voulez travailler avec Sassou, n'a pas été... Et là, il est encore en train de faire une manigance pour tripatouiller les résultats, se forcer à être président avec une élection déjà conquise, falsifiée, fabriquée à sa manière en 2021. Ça aussi, les Congolais savent qu'il ne sera pas démocratiquement élu. Donc c'est le maintenant ou jamais que le président français Emmanuel Macron va saisir l'opportunité pour travailler avec nous, la société civile, pour mener en bien les intérêts des 2 peuples ou de 2 pays. Voilà là où je voulais venir. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, on ne peut pas parler de ces expressions-là, démocratiquement élus, qui approuvent les résultats dans ces pays-là. C'est le système politique, entre guillemets, Commission nationale électorale indépendante, mise en place par ceux qui sont au pouvoir. Ils sont majoritaires à 100%. Dans quel contexte allons-nous parler de démocratie ou de non-démocratie? D'élections valables, transparentes, acceptées par tout le monde, et dans quelle mesure nous n'allons pas accepter ça? C'est là le problème. Et je crois que sur ça, M. Emmanuel Macron ne va pas nous condamner. On va continuer de suivre ce que le président français est en train de dire dans cette vidéo. Et nous sommes là, comme on dit, on donne notre point de vue, on est clair, on n'a pas peur de qui que ce soit. Et nous sommes en train de donner notre point de vue. Ce que vous allez constater, regardez le monsieur qui est derrière Emmanuel Macron, regardez son visage. Ça vous donne quoi ce visage-là? Vous avez remarqué ça? Remarquez le visage de ce monsieur. Moi, je ne connais pas ce monsieur ici, mais regardez ce visage-là. Ça vous montre quoi? Ça vous montre que c'est un visage dur de haine, des gens qui veulent piétiner, détruire, sans pourtant même punir une possibilité d'ouverture, de dialogue avec la jeunesse africaine. La France a là une opportunité. Nous allons continuer de jouer et voilà. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là,
il y avait comme vous des opposants dans ce pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique avant le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser. Bon, c'est là où moi j'aimerais venir là. On a travaillé avec l'Union africaine et les institutions régionales pour mener la pression. Ah, Union africaine! Mais aucune zone africaine compte sur l'Union africaine là. L'Union africaine a échoué en partant même déjà de l'OUA. Hein, l'OUA. Et puis on vient à l'Union africaine. La plupart des temps, ce sont des dictateurs africains qui prennent la tête de la commission de l'Union africaine à tout moment, après une certaine période. Il n'y a pas d'avancée économique. Il n'y a pas d'avancée dans le système éducatif avec cette Union africaine. Pour la jeunesse africaine, l'Union africaine, c'est une coquille vide qui est là pour représenter les intérêts de leurs amis. Donc, éventuellement, jouer le jeu de l'Occident. C'est comme ça que la jeunesse africaine regarde l'Union africaine. Donc, si vous travaillez avec l'Union africaine, ça veut seulement dire que vous appuyez les dictateurs. Vous n'appuyez pas la jeunesse. Vous n'appuyez pas... Le pouvoir, c'est au bas peuple. Vous voyez, chers amis, si le bas peuple ne voit rien, le système éducatif est brisé, le système scolaire est brisé, le système de santé est brisé. Donc vous parlez à qui? Aux sourds et aux muets, à l'Union africaine. Vous voyez, prenons le cas de Congo-Brazzaville. Hein. Monsieur Emmanuel Macron, si vous ne savez pas, on va vous le dire. Hein. Le Congo-Brazzaville, il n'y a pas un hôpital qui est fonctionnel. Le centre hospitalier et université de Brazzaville, je crois que vos collègues, votre ambassadeur qui est en France, peut vous le dire. Il a emmené notre compatriote, un Canadien, pour y gérer. Mais le Canadien est lié. Tout est dysfonctionnel dans cet hôpital. Tout est dysfonctionnel. Regardez le pays là. Riche. Qui pompe le brut. Qui favorise l'intérêt économique de la France. Nous n'avons pas un hôpital. Et même la ville qui produit ce pétrole n'a rien. L'hôpital à Cissé, Congo Maleme, Luandili. Vous savez, monsieur Emmanuel Macron, à Pointe-Noire seul, hein, par semaine, hein, la morgue de Pointe-Noire sort plus de 135 corps par semaine. La morgue de Pointe-Noire sort plus de 135 ou 130 corps par semaine. Donc en une année, c'est autour de presque 7000, autour de 6000 morts en une année. Si nous considérons que c'est le même débit que les autres morgues que nous voyons de Brazzaville, de Dolisie, de Nkaï, sort aussi, hein. Donc vous considérez que en une année, surtout de 27 000 corps, donc les Congolais meurent à la vitesse grand V. Grand V. Nous ne sommes que 4 millions. Non, imaginez, depuis que Sassou est là, depuis 1997 par le coup d'État, nous sommes à plus de 500 et quelques mille cadavres au Congo. Ça, c'est ceux-là qui meurent dans les hôpitaux. Sans compter ceux assassinés. Sassou, à lui seul, il a un capital de décès à plus d'1 million de Congolais. Donc, vous voyez que si vous parlez aux chefs d'État africains, aux institutions régionales, le bas peuple ne voit rien de ça. Donc, les intérêts de la France doivent être garantis par le bas peuple. Donc, éventuellement, les sociétés civiles qui représentent véritablement le peuple, c'est-à-dire qui touchent les problèmes des citoyens dans le bout de bas. On ne dit pas à la France de nous donner de l'argent. On ne dit pas ça. Mais ce que nous demandons à la France, c'est d'arrêter de soutenir les dictateurs, de les exposer, c'est cela, de ne pas bloquer toutes les autres nations qui veulent travailler avec nous pour amener une résolution au niveau des Nations Unies, pour mener en bien la vie des citoyens, les libertés d'expression et la démocratie dans nos États. C'est tout ce que nous demandons. Et nous avons nos moyens à nous pour mettre en place des mécanismes économiques qui vont donc nous emmener vers le développement. C'est tout ce que nous demandons. Nous allons continuer d'écouter cette vidéo et nous allons donner notre point de vue. C'est cela, les libertés d'expression. Ici, c'est comme ça. Voilà. Il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Ah, voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai beaucoup aussi aimé. Hein? Nous mènerons la pression pour libérer tous les prisonniers politiques. Nous ferons de notre droit et de tout notre mieux pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas la France
d'installer la démocratie au Cameroun, c'est au peuple camerounais de le faire. Le peuple camerounais ne pourra pas installer la démocratie dans leur pays si la France demeure le poteau de la dictature, c'est-à-dire de celui qui a la tête de l'État. Celui qui a la tête de l'État, il a le pouvoir, tout le pouvoir de la corruption, il a tout le pouvoir sur l'armée, il a tout le pouvoir sur les finances de son pays. Voyez, chers amis. Si cet individu se sent protégé par la France, il aura une grosse tête. La facilité de tuer, la facilité de piller l'économie, la facilité de commanditer des coups, d'arrêter des Camerounais et les foutre dans les tôles ou en prison. Donc, si ce monsieur-là se rend compte que la France est là pour appliquer les règles de droit, comme déjà la France est un état de droit, la France va donc dire à ce type, plus jamais nous allons vous protéger. Vous commettez des crimes économiques, nous ne serons pas là pour vous protéger. Les Camerounais seront libres de déposer des plaintes et de vous poursuivre. Nous n'allons pas influencer notre justice pour intervenir à votre part. Nous allons aider tous les États qui vont travailler pour aider à Interpol de renforcer les décisions judiciaires. En ce moment-là, nous pensons que celui qui est au Congo n'aura pas de choix. Mais ce que nous remarquons, oui, au Cameroun, il y a la sortie des prisonniers politiques. Au Congo, on en a encore des prisonniers politiques. Et nous avons déjà cité des noms. Donc, au Cameroun, c'est un autre traitement. Au Congo-Brazzaville, c'est un autre traitement. Pourquoi? Est-ce que Biya donne moins et Sassou donne beaucoup plus à la France? Ça, c'est la question que les jeunes Africains sont en train de regarder. Mais la démocratie, oui, c'est à nous d'installer notre démocratie. Mais quand vous supportez des dictateurs qui viennent tripatouiller les constitutions, qui utilisent les pouvoirs militaires pour se maintenir au pouvoir, comment voulez-vous que nous puissions instaurer la démocratie chez nous? Ça, c'est la question que nous nous posons. L'exemple du Congo-Brazzaville, c'est un exemple simple. Nous, Congolais, avons accepté, après le sommet de la Bolle, tenu par le président Mitterrand, d'installer la démocratie chez nous. Ça a été une réussite. On est passé même par une conférence nationale souveraine. Ceux qui ont dirigé cette conférence se sont même dit qu'il fallait se pardonner tous les crimes de Sassou, malgré qu'il avait dit j'assume, donc j'accepte que je suis coupable de tous les assassinats. Il a été blanchi. Ils ont même lavé les mains. La démocratie a bien commencé au Congo, avec un président démocratiquement élu, le président Pascal Lissouba, l'unique président démocratiquement élu au Congo par un suffrage universel. Les élections se sont déroulées dans la paix, dans le calme. Il y avait la lueur d'espoir pour tous les enfants congolais. Le rêve congolais était sur la tête de tout un chacun de nous. La France est venue tuer cette démocratie. La France a armé Sassou Nguesso par le biais de Elf, qui est total, qu'on a simplement enveloppé pour couvrir tous les crimes. La France a tué cette démocratie jusqu'à aujourd'hui. Sassou peut tuer, peut voler, peut massacrer, il est protégé, l'ultime protégé de la France. Donc vous voyez que nous avons réussi à installer la démocratie, c'est la France qui est venue tuer cette démocratie. Donc ne nous dites pas que ce n'est pas la France d'installer la démocratie chez vous, mais c'est à vous de le faire. Mais quand nous réussissons de le faire, ne la tuez pas de grâce. Donc, si la France est sincère dans ses propos, nous demandons au président Emmanuel Macron, comme vous avez tué la démocratie chez nous au Congo-Brazzaville, nous vous demandons donc de venir réinstaurer la démocratie chez nous au Congo, simplement en chassant la personne que vous avez armée autrefois au pouvoir. Il y a deux choses. Ou vous travaillez avec nous, la société civile, pour remettre de l'ordre au Congo, ou vous armez les deux camps, ce que nous appelons l'équilibre de forces militaires, pour permettre aux plus faibles de se défendre d'une manière convenable. Et nous sommes pour l'équilibre de forces militaires, pour amener une correction à un homme qui a confisqué tout le pays, qui prend ce pays pour son jeu. Un homme qui a fracassé l'économie. Nous sommes pour l'équilibre de forces militaires. Donc si vous avez envie de travailler pour des hommes qui comptent restaurer la démocratie par l'équilibre de forces militaires, pensez à Bernard Pongui, M. Emmanuel Macron.
Vous voulez parler aussi d'une jeunesse qui veut instaurer la démocratie au Congo-Brazzaville par le chemin du dialogue, c'est-à-dire par une proposition d'une transition de 5 ans consensuelle. Bien sûr, avec la possibilité d'amnistier ceux qui ont volé l'argent du Congo, avec l'unique condition de rapatrier tous les fonds du Congo. Mais il y a encore une condition sine qua non que nous voulons dire ici. C'est que il n'y aura pas d'amnistie. Nous n'allons plus revenir sur les affaires de la conférence nationale souveraine de laver les mains. Les victimes doivent retrouver justice. C'est-à-dire que vous travaillez avec nous, c'est-à-dire que vous acceptez que la justice se rétablisse au Congo-Brazzaville. Donc, comme c'est vous qui avez tué la démocratie au Congo, ce n'est pas la France, c'est aussi la France qui doit venir restaurer cette démocratie, en arrêtant simplement de protéger et de soutenir Sassou. Voilà pourquoi nous vous proposons, M. Emmanuel Macron, nous, la jeunesse congolaise, vous voyez, nous avons un cerveau, nous avons le raisonnement. Nous vous demandons d'accepter cette résolution que nous sommes en train de proposer. Une résolution appuyée au niveau des Nations Unies, cette résolution dans laquelle prendra en compte l'arrivée de plus de 40 000 troupes minimum pour sécuriser les populations du Congo-Brazzaville qui vivent sous la répression tous les jours. Deuxièmement, la mise en place d'un gouvernement de transition consensuel pour rediriger le pays vers le chemin démocratique. Le rôle de ce gouvernement, c'est éventuellement de refaire tout le système électoral, tout le découpage électoral, de mener un consensus politique régional et au sein du Congo pour créer un climat de gaieté et de paix et organiser des élections libres et transparentes qui seront acceptées par tout le peuple congolais comme il fut les élections en 1992. Dans cette résolution, il y aura des interdictions de voyage pour les brigands, c'est-à-dire le clan Sassou qui a confisqué les richesses du pays. Il y aura le gel des avoirs de tous ces individus pour permettre à ce gouvernement de transition de récupérer tout le magot du pays qu'ils ont planqué à l'extérieur et éventuellement, ce que nous appelons ici, leurs parents qui sont à l'étranger, vont aussi être verrouillés, bloquer les comptes bancaires pour permettre au gouvernement de transition de s'ajuster. Ça serait l'unique moyen de pacifier le pays sans pourtant qu'il ait un bain de sang. Et voilà pourquoi nous vous demandons à la France, qui a longtemps protégé ce régime et qui est aussi responsable de tuer la démocratie au Congo-Brazzaville, de restituer cette démocratie en nous accordant cette résolution. Sinon, de armer les plus faibles par l'équilibre de forces militaires, qui est aussi le chemin archaïque, dur, que nous cherchons pour enlever la racaille politique et Sassou Denis. Voilà les propositions de la jeunesse congolaise. Et c'est ça le point de la réconciliation entre la France et le Congo. Mais si vous ne faites pas ça, ça va être difficile. Il y aura encore des morts. La France portera encore cette responsabilité. Mais combien de temps ça va durer? C'est la question que les gens se posent. Nous allons terminer cette section par cette vidéo. Nous allons continuer d'écouter cette vidéo parce que nous sommes là pour décrypter cette vidéo de M. Emmanuel Macron ici. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand il vient prendre de l'argent en Afrique, quand il vient vous prendre de l'argent, c'est pas une ingérence. Si la France donne de l'argent au président africain. Non, moi là-dessus on est très vigilant. J'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernement. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir. Parce que partout où vous faites l'évaluation, vérifiez. Mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. Il y a une dernière donnée. Non, mais écoutez, moi je vais terminer cette vidéo-là à partir de là. L'aide au développement, nous finançons des projets. La France vient de signer avec Sassou 135 millions d'euros par rapport à l'accord Sassou et FMI. Mais l'accord Sassou et FMI est encore dans des engrenages. Parce que le FMI avait mis des verrous. Les verrous, nous appelons ici les 48 mesures
que Sassou Nguesso devait respecter. Au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, il y avait des échéanciers que Sassou Nguesso devait respecter. Sassou Nguesso n'a jamais respecté rien. Mais la France est venue quand même signer l'argent, les accords avec Sassou Nguesso de 135 millions d'euros. La première partie a été déjà versée. Est-ce que tout a été versé? Nous ne savons pas. M. Emmanuel Macron a dit, si vous connaissez des problèmes, des projets que nous avons financés, qu'il y a eu des problèmes de corruption, il faut nous le dire. Global Witness a sorti des rapports, beaucoup de rapports. Transparency International est en train de poursuivre le clan Sassou partout, à travers le monde entier. Les scandales sortent de partout. Il a été constaté qu'il y a plusieurs biens mal acquis du clan Sassou sur le territoire français. Ça démontre l'argent de la criminalité acquis par le vol de fonds du contribuable congolais. Il a encore démontré qu'il y a eu des projets de municipalisation accélérée au Congo où des multimilliards de l'argent du contribuable congolais ont été investis à l'intérieur par le biais, éventuellement, de ces programmes de financement dont la France nous parle ici. Une partie avec la Chine et l'autre avec la France. Tout s'écroule. Ça veut seulement dire que les constructions étaient très mal réalisées et les gens ont mis l'argent dans leur poche. La France vérifie-t-elle tout ça? Tout ça, c'est des preuves, M. Emmanuel Macron. Le Congo aujourd'hui, personne ne voit rien de tout ce qui a été fait comme travaux de réalisation. C'est clair, chers amis. Le peuple ne voit rien. Tout dernièrement, je crois que votre consul ou les travailleurs de l'ambassade de France ou les Français de Pointe-Noire ont joué au canoë dans la ville de Pointe-Noire pendant qu'il a plu, après la pluie. Les vidéos sont là. Monsieur Emmanuel Macron, nous ne sommes pas des aveugles. Vous voulez être sincère, c'est le moment d'être sincère, de réaliser que la France a commis des dégâts depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le rôle de gendarme d'Afrique qu'on vous a donné, que la France a très mal joué. La France s'est enrichie, mais n'a pas pris en considération l'enrichissement des populations ou des villes. À la place, la France a supporté des dictatures qui ont endeuillé leur peuple, qui ont fracassé les économies, qui ont détruit la société civile. Des dictatures qui ont porté la discrimination, des femmes abandonnées, discriminées, des pygmées abandonnés, discriminés. Le système éducatif détruit, la jeunesse abandonnée. Oui, ce rôle que la France a joué de gendarme d'Afrique a permis à la France de s'enrichir lourdement. Comme le disait un certain Zanzou, l'Afrique appartenait à l'Europe et la plus grande partie de ce magot de l'Europe, c'est la France qui détient, avec plus de 14 pays francophones. Oui, vous avez installé des dictatures. Les citoyens ne voient absolument rien. C'est le flou qui plane. En comparaison avec l'Afrique anglophone ou anglo-saxon, où nous avons vu l'évolution dans les démocraties, l'évolution dans l'économie, des libertés d'expression, la croissance positive, des emplois, l'Afrique francophone est restée en arrière parce que la France a toujours joué ce jeu de négociation, de collusion avec des dictatures. Ce que nous voulons dire à la France, le danger que la France est en train de courir, comme le disait un certain Zanzou, que la Chine est là, l'Inde est là, mais là, les anglo-saxons reviennent en force. Le rôle que vous avez joué de gendarme Afrique après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on vous a donné, mais vous êtes lourdement développé à la place des Africains eux-mêmes. Les anglo-saxons ont dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Les anglo-saxons veulent renouer ce contact parce que l'Afrique demeure le continent du 22e siècle. Le 19e, 20e, on peut même dire le 20e, 21e, c'est la Chine. Hein. La Chine qui s'est développée. Et le 22e siècle, ça serait le continent africain avec d'énormes richesses. La France n'a plus de pétrole sur son territoire,
n'a plus de l'uranium, la France va compter sur l'Afrique. Tout le monde pense qu'ils peuvent continuer à compter sur l'Afrique. Donc, les anglo-saxons reviennent avec un discours modéré, de partage égal-égal, promouvoir les démocraties, les libertés d'expression, l'évolution de la jeunesse, les contenir dans leur pays en leur donnant des moyens nécessaires de se développer. Les anglo-saxons reviennent en mars. Les États-Unis se positionnent. La Grande-Bretagne, avec le Brexit, va se positionner pour créer des marchés, des relations d'amitié. La Grande-Bretagne aura besoin des jeunes intellectuels qui ont une vision anglo-saxonne et parfois francophone pour appuyer le projet. Donc la France va se retrouver dans une position de ballottage défavorable en Afrique francophone. Vous êtes certainement des géopoliticiens. Vous avez des grands centres de recherche qui peuvent regarder ça. Mais comme on dit en anglais, il y a des puzzles que vous ne pouvez pas obtenir. Il y a des pièces de labyrinthe que vous ne pouvez pas ajuster. Parce que vous êtes trop intelligent, suffisamment intelligent, et que vous négligez, ignorez ce que nous vous disons. Le génie vient dans l'écoute et dans l'observation. Le Brexit va entraîner une possibilité, l'espoir pour les pays francophones d'Afrique. Les anglo-saxons reviennent dans cette amitié. Quelle serait donc la place avec la concurrence de la Chine, les Américains qui vont être là aux États-Unis, en Afrique, pour récupérer ce rôle que vous avez mal joué. Parce que vous vous êtes enrichi, vous n'avez pas pensé aux peuples africains. Avec l'évolution, vous ne pouvez pas contenir cette jeunesse-là dans cet état d'esclavagisme. Donc la France a là une opportunité de changer, de saisir l'opportunité maintenant, pas demain, maintenant, de mettre terme à la dictature et de travailler avec la société civile. Chers amis, nous allons vous donner quelques statistiques, par exemple. Si vous essayez de regarder dans des pays d'Afrique francophone, en comparaison avec les pays d'Afrique anglophone, où vous aviez en Afrique des dictateurs, la diaspora qui vit en France a d'énormes problèmes pour renouveler leurs documents, leur carte de séjour, parce que leur passeport se retrouve bloqué au niveau de leurs ambassades. Le blocage est dû à l'entretien de la France-Afrique, le rapprochement de la France avec les dictateurs africains. Si nous prenons le Congo-Brazzaville, les résistants qui sont sur la place de Paris, qui veulent renouveler leur passeport, malgré qu'ils ont payé leur argent, ils sont bloqués à 100%. Pour le cas du Congo-Brazzaville, 100%, ils ne peuvent pas renouveler le passeport. On le bloque pour que ces gens-là ne puissent pas renouveler leur carte de séjour au niveau de la France. 100% des Congolais, des résistants, ne peuvent pas renouveler leur passeport au niveau de l'ambassade du Congo à Paris. Les Gabonais, 99% des résistants gabonais ne peuvent pas renouveler leur passeport gabonais au niveau de leur ambassade à Paris. Le Tchad, c'est 97% des résistants tchadiens ne peuvent pas renouveler leur passeport. Le Cameroun, c'est 95%. La Guinée équatoriale, c'est 100%. La République centrafricaine, c'est 50%. Vous voyez que la République centrafricaine s'est ouverte depuis le retour du président Touadéra, qui est en train de réorganiser le système diplomatique, la relation entre la République centrafricaine et leurs citoyens. Donc aujourd'hui, les Centrafricains sont les mieux servis dans leur ambassade partout à travers le monde entier. On ne voit plus aux citoyens centrafricains comme un résistant, mais un compatriote qui apporte un plus pour faire évoluer le pays par le biais des critiques, ainsi de suite, ou des manifestations. Et la République centrafricaine accorde des passeports, renouvelle les passeports à leurs citoyens en France. Ouais, chers amis. On continue. La République démocratique du Congo, c'est 92% des résistants de la République démocratique du Congo qui ne peuvent pas renouveler leur passeport. Même quand même qu'il y a eu un deal entre Tshisekedi, mais le blocage continue parce que Tshisekedi n'a pas de pouvoir. C'est Kabila qui a le pouvoir. C'est Kagame qui règne. C'est cela qui est la vérité. Donc,
le boycott pour non-renouvellement des passeports continue pour les citoyens de la République démocratique du Congo. Et ça s'est élevé à 92%. La Guinée de Alpha Condé, c'est 100% aussi. Il commence à verrouiller. Il ne veut pas renouveler des passeports aux Guinéens qui vivent en France. La Côte d'Ivoire, ça avait baissé à 80%. Là, c'est remonté à 99% des Ivoiriens qu'on ne veut pas renouveler parce qu'il y a une forte résistance contre la dictature de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Au Togo, c'est 90%. Oui, chers amis. C'est ça qui est la vérité, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Ça sont des chiffres que nous vous donnons clairs, menés par nos amis, en comparaison avec les autres pays d'Afrique anglophone, où quasiment, on peut dire que c'est quasiment les citoyens arrivent à renouveler facilement leur passeport au niveau de la France et arrivent à renouveler leur carte de séjour en France. Donc vous voyez que, chers amis, c'est une réalité, hein, c'est ça qui est la vérité. Et donc, nous osons croire que la France va saisir là une opportunité par le biais de cette vidéo que nous venons voir aujourd'hui de Emmanuel Macron avec la jeunesse africaine. Donc, on le dit, c'est à la France de prendre ou de laisser. Il faut saisir l'opportunité. Ce jeune homme a osé, nous avons su le positionnement de la France. Et nous aussi, nous osons. Mais cette expression est venue de Emmanuel Macron, le président de France. Il dit, il faut oser. Il faut oser. Si vous n'osez pas, vous n'aurez rien. Nous allons oser en mettant en place notre manifeste que nous allons mettre en place. Le peuple congolais va voir et nous allons demander au peuple congolais de nous supporter pour mettre terme à la dictature de Sassou. Et c'est ce que nous allons oser. Et nous demandons à la France de nous aider et de nous accompagner, de venir dans la sincérité, dans ce dialogue que vous venez d'ouvrir ici, en sincérité, pour mener en bien les intérêts des deux nations. Sinon, c'est la France qui va pleurer dans les années qui viendront. Voilà, ça c'était le chapitre de la France, avec cette vidéo que tout un chacun de nous venait de voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de l'enlever. Et puis, on va passer au chapitre, avant de clôturer d'ailleurs ce chapitre, je vais simplement aussi dénoncer une attitude, l'attitude de la France. L'attitude de la France. Si la France est sincère avec tout ce que M. Emmanuel Macron venait de dire, on ne pouvait plus arriver encore à des publications pareilles. C'est quoi cette publication? Je crois qu'elle est un peu très éloignée. Je ne sais pas si vous aurez le temps de le lire. Je vais essayer de le rapprocher. C'est quoi cette publication? Je vais essayer d'avancer comme ça. Ben, comme vous le voyez, c'est une décision de justice en France. Hein? Décret, arrêt et circulaire, textes généraux, ministère de l'économie et des finances. Mais c'est quoi ce décret? Ce décret-là, c'est signé par les autorités judiciaires françaises, menées par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. En réalité, c'est le prolongement du gel des avoirs du général Mbao sur le territoire français. Le gel des avoirs du général Mbao sur le territoire français. Donc, ils ont prolongé ce gel-là à 6 mois. En 6 mois. Donc, comme vous allez le dire, vous allez le constater, le gel va continuer. Ça a été prolongé pour les 6 mois à venir encore. Bon, c'est quand même bizarre. Je vais simplement le lire rapidement comme ça, pour ceux qui ne peuvent pas le voir, peuvent simplement écouter. Par arrêté du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'Intérieur en date du 20 février 2020, vu Code monétaire et financier, et notamment les articles L562-2 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à sans précédent détenus ou contrôlés par M. Ferdinand Barou, né, j'ai pas envie de lire sa date de naissance, à Mouyonzi, fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs
pour une durée de 6 mois. La mise à disposition directe ou indirecte et l'utilisation des fonds ou ressources économiques au profit de cette personne sont interdites pour une durée de 6 mois. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne à la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait du journal officiel de la République française. Notification des voies de délai de recours. Bon, ça c'est simplement les voies de délai. Donc vous voyez que, chers amis, c'est Castaner, qui est, je crois, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, je crois que c'est Bruno Le Maire. Donc ce sont eux qui maintiennent le gel des avoirs du général Mbaou sur le territoire français pour 6 mois encore. Bon, nous voulons dire à M. Emmanuel Macron, Mbaou, entre guillemets, c'est un opposant de Sassou Denis sur la place de Paris. Pourquoi donc ces avoirs, ces petites finances qui se retrouvent dans vos banques sont donc gelées? Est-ce que ce n'est pas une façon de maintenir les opposants congolais dans une prison? Ça encore, c'est une question que la France doit regarder. Si vous voulez aider les opposants africains qui vivent sur votre territoire, le général Mbaou, pourquoi vous gelez donc les avoirs du général Mbaou dans vos banques? Pendant ce temps, vous ne gelez pas les avoirs de ceux-là qui ont volé tout le magot du peuple congolais ou du peuple africain, à l'exception de Teodoro Obiangema, que vous avez saisi quelques biens, et que vous avez jugé, vous le condamnez à payer 30 millions d'euros et la prison pour 3 mois avec sursis en France. Pourquoi on gèle les avoirs du général Mbaou? C'est là la question. Est-ce que c'est une volonté de la France de maintenir la dictature de Sassou Denis? Peut-être que Mbaou utiliserait ses avoirs pour chercher de voies et moyens pour déboulonner la dictature de Brazzaville. Donc la France doit protéger la dictature de Brazzaville. Ça, c'est une question que M. Emmanuel Macron doit répondre. Donc c'était nécessaire de vous faire passer cette partie avant de rentrer dans le volet 2 de ce direct. C'est un long direct aujourd'hui, parce que demain nous ne serons pas en ligne, on va faire autre chose. Revenons sur le voyage de Sassou à Pointe-Noire. Je crois que tout un chacun de vous a vu cette publication sur les médias. Les médias parlent de cette publication. Je vais essayer de jouer cette vidéo, mais je vais simplement enlever le son. Comment l'homme a été reçu, comme vous le voyez encore, 100% avec les drapeaux du Parti congolais du travail. Il n'y a aucun drapeau du Congo. Il n'y a aucun drapeau du Congo. Vous voyez, ça sont les drapeaux du PCT sur la ville de Pointe-Noire. On va simplement mettre ça en muet pour ne pas, parce qu'il y avait trop de boulot. Vous voyez partout que les drapeaux du PCT, donc du Parti congolais du travail. Le drapeau rouge. Et ça vous montre quoi? Ça vous montre que le Congo est reparti au monopartisme. Il n'y a qu'un seul parti qui domine et qui fonctionne avec les moyens de l'État. Un parti qui utilise l'argent du peuple congolais. Vous le voyez, partout où il est passé, même à Madingou, vous allez voir qu'il n'y avait pas le vert, jaune, rouge. Donc le Congo n'est plus un État. Ah, comme vous le voyez ici. Vous le voyez, ça circule. Le Congo n'est plus un État. Le Congo n'est plus un État. Nous sommes au monopartisme. Et ça, c'est très grave, chers amis. C'est très grave. Le Congo n'est plus un État. Le Congo est reparti au monopartisme. Vous voyez la dominance du drapeau PCT. 100% de drapeau PCT au Congo. Nous sommes au monopartisme. Il n'y a plus la démocratie. Face à une attitude pareille, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire. On va encore essayer de vous montrer un autre truc rapidement. Parce que ici, là, c'est comme ça. Nous allons montrer des petits trucs ici pour montrer comment Sassou a emmené le pays vers le bas. Et nous n'avons pas de choix. Il y a deux choses. Il y a deux choses que nous sommes en train de regarder. Si nous ne réglons pas le cas Sassou, nous allons arriver à une situation compliquée. Je ne sais pas si je vais avoir ça. Le
Congo Nord. Là encore, c'est le Congo Nord que vous regardez là. Il y a des ressortissants du Congo Nord au Congo. Donc, le voyage de Sassou a été un fiasco dans la ville de Pointe-Noire. Si vous essayez de regarder, inauguration d'une troisième turbine, augmentation des taux de CO2, de monoxyde de carbone dans la ville de Pointe-Noire, donc augmentation des maladies dans la ville de Pointe-Noire. Le quai de Pointe-Noire. À la place du quai, en réalité, ils ont aussi organisé ce qu'ils ont appelé troisième conférence. Troisième conférence sur l'environnement et la durabilité des ports d'Afrique. Et ce qu'ils ont organisé, troisième conférence, là encore, c'est l'argent du contribuable congolais qui a été dépassé et dépensé. Comme vous le voyez ici, ça s'est passé encore à Pointe-Noire, conférence sur l'environnement et la durabilité des ports africains de Pointe-Noire. Ils ont invité le monde à travers partout, des gens sont partis de partout à travers le monde entier sous les frais du contribuable congolais. Le quai de Pointe-Noire, ça encore nous avons déjà expliqué, ça n'a pas de valeur. Il est allé ouvrir le grand moulin du Kwilu qui fabrique la farine et les pâtes. Une entreprise financée avec les fonds du contribuable congolais. D'ailleurs, nous appelons les Congolais au boycott du farine du Grand Moulin, au boycott des spaghettis d'Ima de Pointe-Noire, parce que ça, c'est l'argent du contribuable congolais. Et ce que vous devez comprendre, que les Nguesso veulent contrôler l'économie. La compagnie électrique du Congo, qui est le propriétaire déjà de cette turbine, c'est une compagnie privée qui appartient au Nguesso. Donc, on finance les projets avec l'argent du contribuable et lui vient inaugurer pour les compagnies privées. Tout ça, ça appartient au Nguesso. Le grand moulin du Kwilu, les spaghettis d'Ima, la farine qui vient de montrer, ça encore, c'est pour les Nguesso. Ce n'est pas pour le peuple congolais. Donc, peuple congolais, on le dit, Sassou est allé pour inaugurer les business qui leur appartiennent. Les stèles militaires, soldats inconnus, tout ça, c'est des symboles, des stèles qui emmènent la malédiction de la ville de Pointe-Noire. Donc, on le dit d'une manière générale, le voyage de Sassou a été un fiasco, sinon une dépense pour le peuple congolais, avec des conférences bidons qui n'apportent aucune valeur ajoutée, des gens qui viennent prendre le magot du peuple congolais. Pendant ce temps, l'hôpital Assissé est dysfonctionnel, l'hôpital de Luandili est dysfonctionnel, l'hôpital Congo-Malembe est dysfonctionnel, les routes sont dans des états que vous connaissez, les villes, on peut dire, l'insalubrité avancée. Donc vous voyez que Sassou est venu simplement pour une campagne. C'est une campagne pour 2021, pour faire les inaugurations des industries d'Nguesso, qui favorisent l'enrichissement d'Nguesso. Vous comprenez avec nous que les Nguesso sont en train de contrôler 100% du système économique. Voilà pourquoi vous avez vu, Silou est venu avec cette note de service qui veut vouloir pousser tous les grands distributeurs de la place de mettre dans leur boutique les produits entre guillemets congolais. Mais ce n'est pas les produits congolais. Les produits sortant des entreprises d'Nguesso. Par exemple, le bon bœuf, le fromage de Oyo, l'eau Vival, les laits de Oyo. Là, vous voyez les spaghettis d'Ima, la farine GKM, ils ont appelé ça grand moulin du Kwilu. Donc, GMK. Vous voyez, chers amis, tous ces produits, ce sont les produits de Nguesso qui veulent forcer les Congolais à manger ce produit, à consommer ce produit. Connaissant déjà les méthodes opérandies de Sassou machiavéliques, qui met de l'eau, les matières fécales dans de l'eau, mais vous allez vous retrouver avec quoi? Avec des matières fécales dans ces pâtes, dans cette eau, dans le lait, ainsi de suite, pour que ces gens-là continuent de vous dominer. Parce que vous mangez Nguesso, vous consommez Nguesso, vous consommez tout ce qui leur appartient. Et avec leurs fétiches, ils vont vous contrôler avec des stèles mystiques qu'ils ont mis partout pour vous contrôler avec leurs fétiches. Donc voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais au boycott. Ne mangez pas ces produits-là. Ce ne serait pas bon pour votre propre santé. Premièrement parce que, déjà, même si vous tombez malade, il n'y a pas des hôpitaux au Congo. Qui va vous soigner? Vous irez à la morgue, droit. Donc il faut écouter ça. Mangez le sakasaka, mangez le madeso, mangez le nkassa, mangez le mukalu, ainsi de suite. Ne mangez pas les spaghettis d'Nguesso. Ne consommez pas le lait d'Nguesso.
ne consommez pas la viande d'Nguesso, la farine d'Ima là. Ne consommez pas. Oui, dans des pays organisés. La concurrence commerciale est là. Pourquoi un régime veut vous forcer à manger ça, veut forcer tous les grands grossistes de vendre ces produits-là? Mais comprenez le plan qui est derrière. En signant une note ministérielle, en poussant les gens, les commerçants à accepter ce produit, c'est une façon de vous forcer de consommer ça. Alors que nous sommes dans le monde de la concurrence. Le commerce, il y a la concurrence. Le grossiste est libre de prendre les marchandises de qui qu'il veut. Il n'est pas obligé, au nom de produits congolais, d'accepter. Ça, c'est inimaginable. Ces gens-là veulent vous faire manger le produit Nguesso par tous les moyens, même par une note ministérielle, signée par Silou. Et nous demandons le peuple congolais à la vigilance et de refuser tout ça. Le voyage de Sassou à Pointe-Noire, le bilan, il est négatif. Il est venu pour les industries qui appartiennent au Nguesso et non pour le peuple congolais. Le port de Pointe-Noire, on nous dit le quai, c'est pour des cargos qui vont venir consommer, charger le bois du Congo, les matières premières du Congo. Donc le profit pour les Nguesso et non pour les Congolais. Voilà pourquoi nous disons le peuple congolais à la vigilance. Nous vous demandons encore le boycott à 100% du bon bœuf, des spaghettis, d'Ima que vous venez de voir, ça est allé inaugurer. Ça sont des choses qui appartiennent au Bouya. Aucun entrepreneur conscient et sérieux ne peut venir investir dans la dictature. En moins que si cet entrepreneur-là est en collision avec ceux-là qui sont au pouvoir. C'est clair. Et donc ça, il faut que ça rentre dans la tête des Congolais. Ce n'est pas une question de vous dire que oui, vous êtes en Europe, nous sommes ici. Ces produits-là ne sont pas bons pour vous. Plus que vous achetez, vous continuez à donner les moyens à la dictature de continuer à s'acheter des armes et ils vont continuer à retourner ces armes-là sur vous. Sassou est venu à une seule, l'objectif, c'est la colonisation des peuples du Kwilu, le peuple du sud du Congo. Profiter de coloniser le peuple, maintenez-nous le pouvoir dans le clan. C'est ça, chers amis. Quand on balkanise l'armée, 99% appartient au Nguesso, aux gens sortant de la région de Sassou, c'est une façon de vous montrer que les gens là n'ont pas dans un projet d'ouverture d'union nationale. Ils sont là pour leurs intérêts. Donc on utilise l'armée comme un outil de se maintenir au pouvoir. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer au peuple congolais tous les jours. Oui, chers amis. Donc on le répète. Les produits d'Nguesso ne consommaient pas. Sassou est venu à Port-Noir, c'est pour inaugurer les produits, des marchandises, des business d'Nguesso. Non pas pour le peuple congolais. Oui, chers amis. Donc, le voyage de Sassou, il est venu vous narguer, le PCT est sorti, et donc nous sommes montés d'aller vers le pays dans le monopartisme, l'homme va vous fracasser de plus en plus, surtout si vous consommez encore leurs produits, et ça va vous détruire de plus en plus. Donc, nous maintenons le boycott de tous les produits d'Nguesso. Les entrepreneurs sérieux n'investissent pas dans la dictature. Tout ça, c'est pour l'Nguesso. Oui, chers amis. Nous connaissons comment ces gens-là ont tripatouillé les routes, les municipalisations accélérées. Oui, à la place de vous construire un hôpital, d'aménager les matériaux à l'hôpital militaire ou à l'hôpital assisté, l'homme va vous mettre une statue de soldat inconnu. À coût de millions de francs, c'est pas dépensé. Ça vous montre l'état spirituel de l'homme, l'état mental de l'homme. Partout, il vous emmène que de l'armée, de vous montrer les armes. Pour dire le pouvoir ici, c'est sur les armes. Oui, chers amis. Donc on le dit au peuple du Congo, il n'y a pas d'espoir avec Sassou. Sassou, c'est une pourriture. Sassou, c'est une gangrène, c'est un cancer qui est en train de se généraliser dans tout le pays. Dans tout le pays. Il a fracassé les études, il a fracassé le système de santé, il a tout fracassé au Congo. Il n'y a pas d'espoir avec Sassou. Il y a deux choses. Les Mbossi doivent comprendre ça. Si vous ne sacrifiez pas Sassou, ça veut seulement dire que vous êtes en train d'encourager tous les Congolais qui sont en train de demander la scission du Congo. Mais ils n'ont pas tort, ces Congolais-là. Parce que la manière que l'armée est constituée, le but ici, c'est de maintenir le pouvoir dans le clan ou dans la famille, en maintenant les autres départements sous l'état d'esclavagisme. Et ça, les autres ne pourront pas l'accepter. Bien sûr, avec quelques traites dans ces départements. Les gens comme les Nsati Mabiala, les Kolela, c'est des gens irrécupérables. Les gens comme les Ntoumi, c'est des gens irrécupérables. Si Sassou tombe, Sassou doit tomber avec cela. Oui, chers amis.
Donc on nous dit, l'armée est construite pour maintenir le pouvoir dans le clan. Sassou veut se boulonner là. Il a fracassé le pays, mais il veut se boulonner là. Briser tous les rêves. Non, ça ne peut pas être accepté. Donc, on le dit d'une manière claire, le voyage de Sassou, c'est pour montrer sa gloire. La gloire du PCT, la force du PCT. Tout ça, c'est avec l'argent du contribuable congolais. Donc, il va falloir que les Mossi, on n'a pas de choix. Il faut sacrifier Sassou. Si nous ne sacrifions pas Sassou, nous allons arriver à cette scission. Parce que ce mouvement de la scission est en train d'augmenter. Ils vont trouver aussi des partenaires qui vont les soutenir dans cette démarche. C'est cela qui est la vérité. Les partenaires sont partout avec le Brexit. Ils vont trouver des partenaires. Et nous allons arriver à ça. Nous allons arriver à la collision. On va fracasser les deux parties. Et il faut éviter ça. Si vous êtes de la partie nord, vous êtes contre cette scission, travaillons dans le sens de livrer Sassou en ultime offrande de sacrifice pour conserver la réconciliation, pour conserver l'unité nationale du Congo. Voilà un peu ce que nous tenons à vous dire. Le voyage de Sassou, c'est pour aller partager de l'argent à ses amis qu'il a fait affréter de partout à travers le monde entier. Comme nous sommes en train de vous montrer, c'est la 3e conférence sur l'environnement et la durabilité des ports africains. Sous là, avec l'argent du continent congolais, on nous construit des stèles qui n'ont pas de sens. On investit l'argent du Congo dans des compagnies privées d'Enguesso. Et lui, Sassou, il va couper le ruban. Et vous êtes là en train d'applaudir. Combien d'emplois ça va vous produire? Le grand moulin du Koulou que vous avez appelé, ça vous fabrique la farine. D'où vient la matière première? Le maïs ne vient même pas de chez nous. Le soya ne vient même pas chez nous. Vous voyez qu'on récolte la matière première de partout à travers le monde entier et ils viennent mettre la farine dans les sacs à potes noires. Ils vous mettent ces matières fécales à l'intérieur. Ils vous fabriquent des spaghettis. Ils vous vendent et vous croyez que ça c'est le développement. Ça c'est les produits fabriqués au Congo. Quand on parle de l'agriculture, on parle de toute la chaîne de production. Au plus bas niveau jusqu'au tout dernier produit de la consommation. Donc vous allez cultiver le soya, vous allez cultiver le maïs, vous allez cultiver l'arachide, ainsi de suite. L'homme vous nous emmène un truc qu'il a bricolé, la farine vient d'ailleurs, il vient mettre dans les sacs au Congo, et vous croyez que ça c'est de l'entreprise. C'est un emploi qui va passer combien de temps? Oui, chers amis. Donc on vous dit, ce type c'est un escroc de grand chemin, on n'a pas de choix. Il faut livrer Sassou en ultime sacrifice pour emmener le pays vers la libération, vers la réconciliation nationale. Le voyage de Sassou, c'était une dépense de plus. Nos sources nous parlent de 30 milliards de francs CFA. C'est ça que nos sources nous disent. Que cet homme est venu brûler là. Pendant ce temps, Mwamba était en train de superviser une conférence sur les hydrocarbures à Brazzaville qui a coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Sassou est en train de distribuer de l'argent avec des projets bidons, le financement des projets d'Enguesso. Et le peuple du Koulou, vous êtes là en train d'acclamer. Le retour du PCT, il n'y a pas le drapeau du Congo, ça vous montre encore l'état de la mentalité de l'homme. C'est là où nous voulons dire à la France, c'est le moment de la réconciliation. Si vous êtes dans la sincérité, 2020 sera l'année où nous mettrons tous terme à cette dictature, que nous allons mettre le Congo sur le rail pour rebâtir le Congo vers une nouvelle direction. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Mais pour le moment, nous mettons sur le cap du manifeste et nous sommes encore en train de dire au peuple congolais, nous ne pouvons compter sur personne, sur aucune nation, sur aucun partenaire, mais nous devons d'ailleurs compter sur nous-mêmes, qui est le peuple congolais. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, la lutte continue, Ingeta. Merci d'avoir suivi ce direct et à plus tard.